La première dame du Tchad et présidente de la Fondation Grand Cœur Hinda Déby Itno a reçu une audience ce matin une délégation de l'ONG IFA. Les possibilités d'un partenariat entre les deux ONG au menu des échanges. Une autre audience, celle accordée par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad. Les deux personnalités se sont entretenues sur des sujets d'intérêt commun. Et la station provinciale de l'ONAMA, Office national des médias audiovisuels du Bata, a reçu la visite du ministre de la Communication. Omar Yaya Issena a échangé avec les responsables de cette station sur les conditions de travail. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Je le disais, la première dame du Tchad et présidente de la Fondation Grand Cœur Hinda Déby Itno s'est entretenue à Amdjaras avec une délégation de l'ONG IFA. Les possibilités d'un partenariat entre les deux organisations non gouvernementales étaient au centre des échanges. Compte rendu, Nasson Oditi. Créée en 2005, l'organisation non gouvernementale IFA opère dans 13 pays au monde. La délégation des humanitaires pose pour la première fois sa valise au Tchad. Elle est reçue à Amdjaras, dans la province de l'Enedi-Est, par la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno. Les discussions entre la présidente de la Fondation Grand Cœur, qui avait à ses côtés quelques membres de la Fondation, et le responsable d'IFA, durera 1 heure. Hinda Déby Itno a énuméré à ses interlocuteurs les différents domaines d'intervention de la Fondation Grand Cœur, allant de la santé au développement rural, en passant par l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'énergie, le mieux-être social et l'autonomisation de la femme. Des domaines qui cadrent parfaitement avec ceux d'IFA. Ces humanitaires ont marqué leur accord pour accompagner la Fondation Grand Cœur dans ses actions. Mais cet accompagnement est conditionné par la signature d'un accord de partenariat qui sera étudié entre les deux parties. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, a félicité les responsables de l'ONG IFA pour l'intérêt qu'ils accordent à la Fondation Grand Cœur et leur a souhaité un bon retour dans leur pays. La valorisation des filières scientifiques a amené la Fondation Grand Cœur à organiser une conférence débat placée sous le thème l'enseignement scientifique et la formation professionnelle. Une initiative qui découle du constat selon lequel il y aurait un déficit de scientifiques et de techniciens au Tchad. La rencontre a vu la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Reportage Thomas Ousmane Djali. La Fondation Grand Cœur, loin de son soutien matériel en faveur du système éducatif tchadien, opte pour un soutien intellectuel. Une vision qui se concrétise avec la tenue de cette conférence débat axée sur le thème l'enseignement scientifique et la formation professionnelle. Un thème d'actualité qui mérite une attention particulière vu sa formulation sur la question de booster les séries scientifiques qui fait l'objet de l'engagement du gouvernement tchadien pour cette année académique 2019-2020. La Fondation Grand Cœur, garant de cette rencontre, saisit l'occasion pour livrer ses intentions quant à la valorisation des filières scientifiques. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il nous permet de jeter les bases d'une réflexion approfondie sur le système éducatif tchadien de demain. Aussi, pour rappel, les autres autorités de notre pays n'ont cessé de décrier le nombre décroissant de nos lauréats au baccalauréat scientifique et technique. Il appartient à chacun de nous d'apporter sa contribution pour mûrir cette réflexion. Voilà la raison. Pour l'intervenant Moulkogue Félix, chef de département du livre, d'impression et de publication au CNC, la connaissance transmise en termes de contenu trouve sa justification dans ses origines. Pour ce faire, la mise en forme didactique qui accompagne les savoirs et la maîtrise des connaissances scientifiques s'avère nécessaire. Dans le même veine, le directeur de la formation professionnelle des petits métiers, Philippe Bendé, affirme que la formation professionnelle est un devoir pour l'État tchadien. Elle permet à l'enfant de s'adapter facilement à l'évolution technologique et le rend employable après la formation. Pour lui, l'enseignement scientifique et la formation professionnelle doivent être des pairs pour un bon rendement. Le choix des filières, les programmes, les manuels, les infrastructures étaient au centre de ces débats si enrichissants
qui a retenu l'attention des autorités éducatives et le public à émettre leurs préoccupations et leur participation. Des préoccupations qui ont reçu des réponses satisfaisantes de la part du panel. Tous les panélistes s'accordent à reconnaître la place non négligeable de la science dans le processus du développement d'une nation, mais l'on se demande quand est-ce que ces bonnes intentions se traduiront dans les faits. Parlons à présent de ce geste de cœur fait par la Fondation Grand Cœur à l'endroit de 5 enfants malvoyants âgés de 5 à 9 ans. Ces enfants ont été opérés avec succès à Bitkin dans le Guéra. Kanyaga Boutna. Ces enfants sont malvoyants depuis leur naissance. 5 au total, ils n'ont jamais eu la chance de voir la couleur de leurs parents et d'aller à l'école à cause de ce handicap. En mission de caravane ophtalmologique à Bitkin, l'équipe de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur les a repérés. Les opérer est une priorité absolue pour le chef de mission Mohamed Iba Ousmane. Accompagnés de leurs parents, ils sont aussitôt priorisés pour la consultation. Il est question pour les techniciens ophtalmologues de déterminer la cause de leurs problèmes pour une éventuelle opération chirurgicale. Fini cette étape, ils sont conduits au bloc opératoire pour l'opération chirurgicale. Anesthésistes, chirurgiens, circulants et instrumentalistes courent dans tous les sens. But final, les opérer afin de leur redonner espoir de vie et soulager la souffrance des parents. Après une trentaine de minutes, ils sont tous opérés avec succès. C'est des enfants qui souffraient d'une maladie qu'on appelle la cataracte congénitale. La cataracte congénitale, c'est une maladie qui est contractée par l'enfant au sein de sa maman, c'est-à-dire qu'avant la naissance. Au niveau de Bitkin, on a trouvé 5 enfants qui souffrent de cette maladie. Et on a fait aujourd'hui une série d'interventions. En 24 heures, les enfants vont recouvrir la vue et c'est impeccable. Ils sont ensuite internés sous le regard de leurs parents qui n'attendent que de voir leurs enfants recouvrer la vue. Après un délai de 24 heures donné par le chirurgien de cataracte d'Ibrine Derdeizen, ces enfants recouvrent la vue. Ils se regardent et voient des choses tout autour d'eux grâce à la Fondation Grand Cœur. Tenus par la main à leur arrivée par les parents, ils se baladent seuls aujourd'hui. Et ça fait la fierté des parents qui sont d'ailleurs manqués de mots pour remercier la première dame Hinda Déby Itno via sa Fondation Grand Cœur. Cet enfant ne voit pas depuis sa naissance. Il y a de cela 3 ans. On a sillonné tous les hôpitaux pour les soigner. Ça n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, grâce à la Fondation Grand Cœur, il voit. Je suis très fier et je remercie beaucoup la première dame Hinda Déby Itno pour ce qu'elle a fait pour vous à Bitkin. Longue vie à elle. Cela fait 7 ans que ma fille a des problèmes de vue. Je suis contente qu'elle puisse voir aujourd'hui jusqu'à me citer les choses tout autour d'elle. Cela m'a rendue très heureuse. Merci beaucoup à la première dame Hinda Déby Itno et au chef de l'État pour cette action humanitaire. Nous en sommes reconnaissants à la Fondation Grand Cœur. Merci et 1000 fois merci à la Fondation Grand Cœur, à l'équipe médicale et surtout à la première dame Hinda Déby Itno pour cette initiative en notre faveur. Que Dieu lui accorde longue vie afin qu'elle nous soutienne encore. Désormais le sourire aux lèvres, ces enfants pourront prendre le chemin de l'école pour rejoindre leurs autres camarades. Le Salon international de l'artisanat du Tchad a refermé ses portes ce soir comme à l'ouverture. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimedebe, qui a présidé la cérémonie de clôture. Il a appelé les artisans à plus de rigueur et à une synergie d'action. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Tous ensemble, vous avez posé le socle de la transformation structurelle du secteur, appelé à jouer pleinement son rôle catalyseur en matière de développement économique. Ce résultat, mesdames, messieurs, est à la dimension de l'espoir que j'ai formulé à l'ouverture de cette rencontre au nom de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. En effet, je vous ai invité
à développer des actions et stratégies pertinentes à l'effet de stimuler les différents segments de l'activité artisanale et leur chaîne de valeur. Grâce à vos réflexions pointues et denses, nous avons aujourd'hui tracé de nouveaux sillons pour le véritable essor des activités artisanales. Je note avec satisfaction les différentes approches stratégiques préconisées qui englobent des problématiques essentielles telles que l'amélioration de la production et de la productivité, le renforcement des capacités des artisans, l'accès au financement et au marché formel. Il est tout aussi vrai que la nouvelle dynamique à exprimer au secteur artisanal pour plus de valeur ajoutée et d'avantages concurrentiels exige un plein investissement de tous les maillons de la chaîne que sont l'État, les institutions en charge de la promotion de l'artisanat, les populations, les distributeurs de produits de l'artisanat et naturellement les artisans eux-mêmes. Le Tchad, qui est résolument engagé sur la voie de son inexorable émergence, attend beaucoup de ces secteurs, en raison de sa dimension sociale, son importance économique, sa portée culturelle et sa charge symbolique. Il est indéniable que nous ne pouvons pas minorer le poids économique de cette activité qui a toujours fait la force de la fierté de nos ancêtres. Le gouvernement, de son côté, va poursuivre de manière résolue les actions allant dans le sens de la modernisation du secteur et de la promotion des acteurs. À cet effet, à cet égard, les textes qui encadrent l'activité seront rapidement étudiés et traduits en actes. Et puis la teneur de ce communiqué du comité d'organisation du Salon international de l'artisanat du Tchad annonçant la prolongation de l'exposition vente. Suite à l'engouement populaire du Salon international de l'artisanat du Tchad et à la demande des 70 exposants, le comité d'organisation du SIAT a décidé de prolonger l'exposition vente jusqu'au dimanche 20 octobre 2019. Le public peut par conséquent profiter de la grande fête et de l'expo-vente de l'artisanat toute cette semaine de 9h à 21h. Ce communiqué est signé du président du comité d'organisation du SIAT, Abakar Rosi Teguil. Et justement, le premier salon international de l'artisanat du Tchad a suscité une affluence tant des Tchadiens que des étrangers. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir entre artisans tchadiens et ceux du continent. Notre reporter Kabouba Théophile s'est intéressé aux expositions du salon. Suivez. Manifestation culturelle et festive ouverte aux acteurs de l'artisanat du pays de Toumaï et ceux d'autres pays du continent, le Salon international de l'artisanat du Tchad fait de N'Djamena la vitrine du patrimoine culturel et artisanal africain. Le SIAT a fait de Radisson Blu un véritable espace de démonstration des techniques d'expression, de la créativité et de découverte du génie créateur de l'Africain. Cette opportunité était offerte aux artisans, producteurs pour promouvoir, exposer et commercialiser leurs produits est devenu en un temps record un centre d'attraction des Tchadiens et bien d'autres étrangers soif de découvrir la sagesse, l'intelligence, la magie de l'homme noir. Ce salon qui se veut porteur et révélateur des potentialités et des ressources locales pour en assurer la promotion nationale et internationale, à entendre les promoteurs et les exposants, apporte une nouvelle dynamique pour un artisanat plus entreprenant. Ça aide les artisans et en plus aussi ça donne aussi des connaissances avec les autres et aussi en plus je vois aussi de faire aussi des échanges d'expérience quoi. Mais il n'y a pas assez
vraiment des visiteurs qui encouragent les gens d'acheter des choses. Et nous demandons toujours de nous aider et de nous ajouter. Le jour, il faut que ça soit jusqu'à dimanche. Au-delà de cet aspect, le SIAT est aussi un cadre d'échange, de découverte et de renforcement des liens de solidarité entre artisanes et artisans africains. Nous sommes très contents et nous sommes venus aussi apporter notre petit coup de pouce parce que nous, on a duré dans cette activité. Nous avons le même salon qui a lieu chaque 2 ans au Cameroun, qui est le SIARC. Ici, c'est le SIAT. Donc, si vous voyez ce que nous avons amené ici, c'est les produits de la transformation qui sont les normes et qualité. Alors, nous avons apporté une expertise dans l'emballage et puis aussi dans la transformation, comment transformer et comment vendre. Ça se passe bien, quoi. On a eu beaucoup d'échanges avec nos compatriotes qui sont ici. Vous savez, l'Afrique, c'est l'Afrique. Mais il y a un peu de diversité quand même par rapport à chaque pays. Le Tchad, le Sénégal, pour moi, c'est un même pays, à part quelques diversités seulement. Outre la promotion, la valorisation des produits de l'artisanat tchadien et africain et le renforcement des liens de fraternité entre artisans du continent, le SIAT est aussi un cadre touristique. C'est merveilleux. Je suis très ravi de voir toutes ces créativités, ces objets d'art et artisanaux qui constituent le patrimoine culturel de l'Afrique. Je suis norvégien et je ne regrette pas ce déplacement car j'ai pu découvrir la magie et la beauté de l'Afrique. Certes, l'artisanat fait partie de la culture traditionnelle du peuple, car son origine remonte à l'époque pré-industrielle. Cependant, avec ces expositions du SIAT, nous estimons que la création d'une entreprise à caractère artisanal est non seulement possible, mais peut également booster l'économie nationale et favoriser la stabilité sociale. Dans ce reportage que vous allez suivre, Kanouba Théophile nous parle des ateliers et des conférences débats du SIAT, conférences qui portent sur les défis et les perspectives de l'artisanat, mais aussi sur la participation de la femme dans le développement. Suivez. La deuxième journée des activités du Salon international de l'artisanat du Tchad a été marquée par des ateliers et des conférences débats. Ces rencontres d'échange et de réflexion sont axées sur des thèmes qui sont entre autres l'artisanat tchadien face aux défis de nouvelles technologies, le patrimoine artisanal comme moyen de promouvoir le tourisme au Tchad, la place de la femme dans le développement de l'artisanat au Tchad, défis et perspectives, et le rôle de l'artisanat dans le développement économique, etc. La participation des éminentes personnalités du monde culturel et des cadres du département du développement touristique, de la culture, de l'artisanat et des arts et des invités de marque venus d'ailleurs à ces conférences, débats et ateliers ont permis de diagnostiquer les maux qui minent ce secteur d'activité qui pourrait contribuer à sortir les jeunes de l'oisiveté, considérés comme source de la délinquance juvénile et sénile, considérés par certains comme l'art de façonner les objets décoratifs d'usage dans les ménages et les services, réalisés souvent manuellement avec des matériaux et outils traditionnels par une main-d'œuvre locale. L'artisanat pourrait facilement contribuer à l'émancipation et à l'autonomisation de la femme à travers la création d'une entreprise qui engage la responsabilité de celle-ci puisque c'est elle qui produit et assure la vente, affirment certains conférenciers. D'autres par contre précisent que la nature des produits artisanaux se fonde sur leur caractère distinctif, lesquels peuvent être utilitaires, esthétiques, artistiques, culturels, traditionnels, fonctionnels d'un point de vue social, ce qui fait que le besoin des produits artisanaux se manifeste en tout temps et en tout lieu. Ainsi, il faut une bonne organisation, la création d'une plateforme de propositions à destination des pouvoirs publics pour un appui administratif, ce qui sous-entend l'inscription des artisans au répertoire des métiers. Une organisation pareille envisagerait une bonne perspective pour l'artisanat tchadien, ont conclu bon nombre de conférenciers.
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en France, Amin Abba Sidik, a présenté ses lettres de créance à la directrice générale de l'UNESCO en sa qualité de délégué permanent du Tchad auprès de l'UNESCO. Après la présentation des lettres de créance, les deux personnalités ont eu un entretien élargi au staff de la secrétaire générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. L'éducation, le terrorisme et les sites tchadiens déclarés patrimoine de l'UNESCO étaient entre autres les sujets abordés. Audience au ministère des Infrastructures et du désenclavement. Le ministre Abdelrahman Mokhtar Mahamat a reçu cet après-midi l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Tchad, son Excellence Titus Matlakeng. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. C'est une visite de courtoisie et de travail qu'a accordé le ministre des Infrastructures, des Transports et du désenclavement Abdelrahman Mokhtar Mahamat à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud au Tchad, son Excellence Titus Matlakeng. Au cours de l'entretien, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs domaines de coopération entre les deux pays. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur de la République de l'Afrique du Sud au Tchad réaffirme l'engagement de son pays à aider le Tchad dans les domaines des infrastructures et celui du commerce. Les pays entretiennent des excellentes relations politiques, mais ces relations ne sont pas traduites dans le domaine des échanges commerciaux et aussi dans les projets concrets pour le bénéfice des deux pays. Les opérateurs économiques tchadiens et sud-africains de venir investir, explorer les domaines des infrastructures et le projet relatif à ces domaines-là pour les concrétiser pour le bien-être des deux populations. Titus Matlakeng salue la détermination affichée par les autorités du pays dans les domaines socio-économiques et plus particulièrement celui des infrastructures. C'est sous le slogan « Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde zéro faim » que se célèbre la 39e journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles en présence de plusieurs membres du gouvernement. Hadji Fanta Brahim pour les détails. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation vise à renforcer la sensibilisation et l'action en faveur des personnes victimes de la faim dans le monde et garantir la sécurité alimentaire et une alimentation nutritive pour tous. C'est une occasion pour le président du comité d'organisation, Mohamed Dime Drenemi, de présenter sa gratitude à l'endroit du personnel pour sa collaboration à l'organisation de cet événement. Le coordinateur du système des Nations Unies, Stéphane Toul, de rappeler qu'il importe de renforcer la sensibilisation et l'action pour lutter contre la faim afin de contribuer à accroître la mobilisation internationale en faveur de la nutrition. À l'heure actuelle, dans le monde et en raison de l'alimentation malsaine, plus de 672 millions d'adultes et plus de 124 millions de filles et de garçons sont obèses. Plus de 150 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. Nous nous situons surtout dans la catégorie des pays dont le niveau de sous-alimentation est supérieur à 35%. La Journée mondiale de l'alimentation a pour but de rendre chaque citoyen responsable de son mode de consommation. En dépit des efforts considérables fournis ces dernières années en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, un accroissement régulier de la productivité agricole, pastorale et halieutique reste primordial dans les décennies à venir pour que la production des denrées alimentaires de base augmente afin d'arriver à réaliser la faim zéro. À travers le plan national de développement 2017-2021, la vision 2030, le Tchad que nous voulons, et le plan quinquennal du développement de l'agriculture au Tchad, le gouvernement s'est doté de stratégies et politiques adaptées pour apporter des réponses idoines
aux questions d'insécurité alimentaire et de la malnutrition. Pour encourager les élèves de différents établissements, 13 élèves ont reçu les manuels didactiques au jeu concours organisé par la FAO. Il s'agit des rames de feuilles, des crayons, des bics, des livres de lecture et bien d'autres fournitures scolaires. La journée a été sanctionnée par la visite des différents stands. Ouvrons le chapitre santé à présent. Le président de la République d'Égypte s'engage à traiter 1 million de patients souffrant d'hépatite virale B et C dans 17 pays africains. Dans la capitale tchadienne, 13 centres hospitaliers sont concernés par ce projet. Un projet qui a suscité la descente du ministre de la Santé publique à l'hôpital général de référence nationale. Marale Joséphine. Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Kayal, est venu s'enquérir des réalisations de ce pays frères et amis en faveur des malades souffrant de l'hépatite B et C dans notre pays. Il est accompagné à cet effet de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Tchad, Mohamed Ahmad Ourabi, et aussi bien des techniciens de son département. Cette descente du professeur Mahmoud Youssouf Kayal à l'hôpital général de référence nationale consiste à visiter particulièrement les structures pouvant permettre le dépistage et le traitement gratuit de l'hépatite virale B et C. Une initiative du président de la République arabe d'Égypte visant à redonner du sourire aux patients de l'hépatite B et C dans 17 pays africains. Au Tchad, grâce à la coopération Sud-Sud, 10 000 personnes doivent être dépistées et traitées gratuitement dans un délai ne dépassant pas un mois. Au centre de jour ou encore au centre de traitement ambulatoire, en passant par le laboratoire et la pharmacie, le directeur général de l'hôpital général de référence nationale, le professeur Ali Mahamat Moussa, fournit des explications détaillées relatives au processus de dépistage, des soins et au stockage des produits pharmaceutiques. Pour le ministre de la Santé publique, le projet est rendu possible grâce à l'engagement du président de la République en faveur de la santé de la population tchadienne. Médicale. Certaines opérations ne peuvent pas se faire facilement. Il y a une volonté politique entre le président Sisi et le président Idriss Déby Itno. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Tchad, Mohamed Ahmad Ourabi, affirme que le Tchad est la première étape de cette opération de dépistage et de traitement de l'hépatite virale B et C. Pour lui, le choix du Tchad, par son président, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, se justifie par les liens de fraternité et d'amitié qui existent entre les deux pays. Vous le sentez toujours, les agents sanitaires des hôpitaux de la capitale ont participé à un atelier d'information sur les maladies infectieuses, une initiative de l'hôpital moderne La Renaissance qui vise à les doter des compétences nécessaires pour la prise en charge des personnes souffrant de ces maladies. Gangue Lidne Joël. Comme un peu partout en Afrique, les maladies infectieuses telles que le VIH-Sida, les hépatites, la rougeole et le paludisme constituent les principales causes de mortalité au Tchad. Pour bien circonscrire ces maladies afin de mieux les traiter, l'hôpital de la Renaissance initie ses assises à l'intention du personnel soignant des établissements hospitaliers de la ville de N'Djamena. Il est également question de renforcer les connaissances des participants sur les méthodes de dépistage, de traitement et de suivi des patients souffrant de ces pathologies infectieuses. Des maladies pour lesquelles le gouvernement, à travers différents programmes, déploie des moyens conséquents pour leur éradication. Pour le directeur général de l'hôpital de la Renaissance, Dr Gustave Bassangen, cette formation s'inscrit dans le cadre des missions assignées à son institution, notamment celle d'être une référence en matière de soins au Tchad. Il poursuit en invitant la population à fréquenter les établissements hospitaliers en cas de présentation des symptômes de ces maladies et surtout à éviter l'automédication qui peut créer des résistances et rendre difficile le traitement des maladies infectieuses. Restons à l'hôpital de la Renaissance où a pris fin l'atelier de formation en médecine d'urgence. Une formation qui vise à améliorer la qualité des soins d'urgence dans les 10 grands hôpitaux de N'Djamena. Moussamboudou Abdoulaye. Améliorer la qualité des soins d'urgence, c'est le défi que s'est fixé le gouvernement et ses partenaires à travers le renforcement des capacités du personnel soignant exerçant dans les services des urgences. C'est donc pour concrétiser cette volonté que l'hôpital La Renaissance a durant 5 jours outillé une centaine de médecins,
et infirmiers des 10 grands hôpitaux de la ville de N'Djamena en médecine d'urgence. Aujourd'hui, si tout le monde essaie de faire un peu d'effort, de ce que Dr Alexis nous a appris depuis juin ici, je pense que nos urgences vont beaucoup changer. Donc on va essayer de collaborer ensemble. On sait tous, on a beaucoup de problèmes au niveau des urgences, mais je pense qu'en commençant par nous, en un système de réseau, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Pour améliorer les indicateurs de soins d'urgence, à en croire le directeur général de l'hôpital La Renaissance, une synergie d'action s'impose. L'hôpital La Renaissance ou l'hôpital Tchatine ou l'hôpital Algérien ne peut pas lui seul résoudre les problèmes de santé des populations au Tchad. Nous devons être plusieurs. Et comme nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous devons être coordonnés. Alors sortir de cette réunion, que les services des urgences de tous les grands hôpitaux ici coordonnent leurs activités pour travailler ensemble. Au terme de cette formation conduite par les experts certifiés de l'Organisation mondiale de la santé, le département en charge de la santé publique salue la réussite de cette session. Mettant à profit son séjour à Ati dans le Bata, le ministre de la Communication Oumar Yaya Hissène a visité la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels. Le ministre est allé échanger avec les responsables de cette station sur leurs conditions de travail. Mamataïr de Benalour. S'acquérir les conditions de travail des agents travaillant dans la station provinciale de l'Onamar d'Ati et de l'accès du plus grand nombre des habitants de cette province à l'information. Voilà l'objet de cette réunion qu'a eu à tenir le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Oumar Yaya Hissène, avec l'équipe de cette station. Le ministre de la Communication avait à ses côtés la délégation de l'Onamar dirigée par son directeur général adjoint Djibril Mohamed Adam. Après la prise de contact, le chef de cette station sortant, Ahmed Daoud, et le nouveau chef de la station, Ngomita Justin. Celui-ci a fait observer que la station d'Ati, qui est créée depuis décembre 2010, fait face à de multiples difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Il s'agit entre autres de l'absence d'un studio d'animation locale, l'absence d'un mur de clôture, l'insuffisance du personnel, le manque d'énergie. À cela s'ajoute le problème des générateurs dont l'un ne fonctionne pas depuis 3 ans. Répondant à toutes ces préoccupations, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissène, a instruit le responsable de la station à faire un rapport détaillé de la situation afin de permettre à la hiérarchie de trouver des solutions concrètes dans un bref délai, car les élections sont à la porte et il est impératif que la station d'Ati joue son rôle. Le ministre a ensuite fait une visite guidée de toutes les installations et équipements numériques et mécaniques de la station. Nous sommes en train de préparer les législatives et les élections locales. Donc le plus important pour un journaliste, c'est de jouer son rôle de service public. Donc ça, c'est le plus important. Et par rapport à ces échéances, j'ai essayé de donner quelques orientations à l'équipe pour qu'elle soit à jour et puis commencer dès maintenant le travail pour que les populations soient vraiment bien sensibilisées afin qu'aux échéances, on n'aura pas de désagréments. Ça, c'est un élément très important. L'autre élément, c'est qu'on est en train de grandir. Et donc, une station provinciale, ça suppose la couverture médiatique de tous les départements concernés. On est passé de 3 départements à 6 départements. Donc, par rapport à cette taille-là, il faut vraiment un travail très important de sensibilisation. Cette visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est un signal fort de l'engagement du gouvernement à insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la communication à travers une modernisation des institutions et services des médias publics. Clôture hier soir de la foire commerciale agro-silvo-pastorale organisée par la Maison nationale de la femme à l'endroit des groupements des femmes et agri-entrepreneurs de N'Djamena et ses environs. C'est la directrice générale adjointe de la Maison de la femme qui a clos les travaux. Mariam Hassan Hissène. Femmes rurales face aux multiples défis juridiques, c'est le thème choisi pour ce panel. Il s'agit à travers cette problématique de faire connaître à la gente féminine les droits juridiques des textes nationaux et internationaux les concernant. À l'issue de ces échanges, ces dernières ont pu diagnostiquer les facteurs qui entravent leur épanouissement. Que les femmes et les jeunes filles vivant en milieu rural
joue un rôle majeur et reconnu dans la pérennité des foyers en zone rurale. Elle contribue de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles et au renforcement des capacités d'adaptation face au changement climatique. La Maison de la Femme, représentée par sa directrice générale adjointe, laisse entendre que la femme rurale participe activement au développement socio-économique du pays. Que malgré le faible accès aux moyens, nos chères sœurs du monde rural sont de plus en plus présentes et actives dans les différents segments d'activité de production, de transformation et de distribution des biens. Et c'est ici le lieu de reconnaître et de saluer l'attention particulière du couple présidentiel, son Excellence Idriss Déby Itno et Madame Linda Déby Itno à l'égard des femmes. Il est indéniable que cet engagement sans faille et ces actions continues de plus haute autorisée ont apporté un changement notoire dans la situation de la femme tchadienne en général et celle de la zone rurale en particulier. Les manifestations de la foire commerciale agro-silvopastorale se sont terminées sur une note de satisfaction. Quelques participantes ont été distinguées pour leurs œuvres de création et leur engagement dans la réussite de l'événement. Parlons à présent de la mise à jour de la cartographie électorale. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a officiellement lancé l'opération de mise à jour de la cartographie électorale dans sa province. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités. Robert Dumio. La mise à jour de la cartographie électorale est une opération qui consiste à déterminer sur la base des éléments qui ont servi à l'organisation des élections présidentielles pour savoir si les centres de recensement et les lieux de vote sont conformes, c'est-à-dire placés à des endroits bien indiqués pour que les élections législatives à venir soient organisées dans de très bonnes conditions. Le président de la sous-commission CENI du Logone occidental, Mbayosem Madji Kidebou Siméon, a rappelé le processus de la mise en place des démembrements de la CENI avant de demander aux membres de ces structures électorales de mettre en application les enseignements reçus et les connaissances acquises lors de la formation pour impulser sereinement le processus électoral auquel le gouvernement de la République du Tchad attache un intérêt particulier. Le rapporteur général de la CENI et superviseur des opérations électorales dans la province du Logone occidental, Liman Mahamat, a particulièrement insisté sur cette opération qui doit bénéficier du concours de tout le monde et particulièrement des autorités administratives qui sont les premiers responsables et qui doivent librement créer les conditions d'organisation des élections futures qui ne soient pas sujets à caution. En lançant cette opération, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a souligné l'importance de la cartographie électorale, phase déterminante du processus électoral. La maîtrise de la cartographie électorale dans les départements considérés comme circonscription électorale est le gage d'une organisation sereine du processus électoral. Cette œuvre d'envergure nécessite l'implication effective et la participation active de toutes les sensibilités sociales sur l'ensemble de la province du Logone occidental. Les concours indispensables des autorités administratives, religieuses, coutumières et traditionnelles est un impératif pour encadrer les populations à la base et soutenir toute activité relative à l'organisation de cette importante opération. À noter que cette opération permettra aux agents recenseurs de réviser les fichiers électoraux disponibles pour enrôler les citoyens en âge de voter et soustraire de la liste les électeurs en déplacement et ceux décédés. Une mission conduite par le commissaire de la CENI se trouve à Doba dans le Logone oriental pour également mettre à jour la cartographie électorale de la localité. Ali Haki. Situant le mobile de cette mission, Mbouba Kodambe Florent, commissaire électoral par ailleurs troisième rapporteur général adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, dit qu'à travers cette mise à jour de la cartographie électorale, la CENI veut adapter les différentes circonscriptions électorales à la constitution de la 4e République et de réviser les bases de données au centre de recensement ainsi que des lieux de vote par circonscription pour le bon déroulement des élections à venir. Lançant officiellement ces assises de la mise à jour de la cartographie électorale, le secrétaire général provincial du Logone oriental Adam Adami Youssouf affirme que cette mise à jour permettra à la Commission électorale nationale indépendante
de recueillir des recommandations afin de réaliser cette cartographie électorale. Adam Adami Youssouf en appelle à une synergie d'action pour la réussite de cette opération de mise à jour. Durant des semaines, les participants se pencheront sur la révision des bases de données en vue de proposer un schéma d'une part sur les centres de vote existants et d'autre part pour l'action de nouveaux centres et lieux de vote permettant à la CENI de bien accomplir son devoir qui est celui d'organiser dans les meilleures conditions les échéances électorales qui se dérouleront au premier trimestre 2020. Toujours dans le même registre, dans le Mandoul, cette fois-ci, c'est le gouverneur Lucie Béacinda qui a présidé le lancement des activités. Suivez. Remise de matériel pour la mise à jour de la cartographie électorale présidée par Madame le gouverneur, entourée par ses proches collaborateurs, en présence du délégué provincial de la CENI du Mandoul, Mbouringamba Célestin, des représentants des partis politiques, du président provincial de la CENI du Mandoul et des différents démembrements de la CENI du Mandoul. Dans son mot d'ouverture de la cérémonie, Madame le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béacinda, de dire que la remise de matériel de la CENI marque le déclenchement du processus des élections n'est plus un rêve mais plutôt une réalité. Lucie Béacinda a demandé à toutes les autorités administratives traditionnelles de s'impliquer dans le respect de la dite cartographie en prélude des élections. Le délégué provincial de la CENI du Mandoul, Mbouringamba Célestin, a énuméré quelques matériels. Il s'agit des formulaires de centres de recensement, des documents méthodologiques, des listings de centres de recensement, des sacs à dos, des kits sanitaires. Après avoir remis officiellement les 10 matériels au gouverneur de la province du Mandoul, le délégué provincial de la CENI du Mandoul, Mbouringamba Célestin, de faire comprendre que le travail de cartographie est purement technique, d'où la nécessité d'impliquer les autorités administratives et traditionnelles parce qu'elles sont censées maîtriser les limites de certains villages. Et puis une mission de la CENI et de la sous-CENI s'est également rendue à Massénia dans la province du Chariba-Guirmi pour lancer la mise à jour de la cartographie électorale. Marie Ladjé. Lancement national de la cartographie électorale. Durant 2 semaines, les agents vont sillonner les localités environnantes de la province du Chariba-Guirmi pour relever les données relatives à l'établissement d'un fichier électoral fiable. À Massénia, dans le Chariba-Guirmi, le chef de la mission de la sous-CENI de cette province, Oumar Lamana, confie que la cartographie électorale est une démarche importante et nécessite l'apport de tous. Le lancement de la cartographie électorale dans le Chariba-Guirmi, qui a vu la présence des responsables administratifs, religieux et traditionnels, s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections législatives et communales à venir. À Bangor, dans le Mayo-Kébi Est, c'est le préfet du département du Mayo-Bonnet qui a officiellement lancé les opérations de la cartographie électorale. Mahamat Oumar Moussal. Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit ses actions relatives aux futures échéances électorales. Raison pour laquelle les membres de la sous-CENI provinciale du Mayo-Kébi Est bénéficient d'une formation axée sur la cartographie et les instruments juridiques des élections. Selon le président de la sous-CENI provinciale du Mayo-Kébi Est, Ali Afti, les données collectées sur le terrain seront transmises au bureau permanent des élections pour leur mise à jour. La mise à jour du fichier électoral s'impose pour assurer des élections libres et transparentes, à entendre le rapporteur général adjoint de la CENI. Il faut au préalable remplir un certain nombre d'exigences, notamment la disponibilité du financement des opérations électorales. Pour ce qui concerne la CENI, elle joue et jouera pleinement sa partition en vue de tenir le pari de la bonne organisation des élections. D'après le préfet du département de Mayo-Bonnet, représentant le gouverneur, la tenue régulière des élections est un signe de bonne volonté des plus hautes autorités du pays. Vous conviendrez avec moi qu'aucune élection transparente ne peut se faire sans une cartographie fiable et une bonne révision de la liste électorale. Conscient de l'importance de la cartographie dans le processus électoral, gage de la stabilité et de la paix dans le pays, son Excellence Idriss Déby Itno a bien voulu que la CENI puisse organiser
de manière indépendante les différentes activités qui précèdent les opérations électorales. Ramadan Djarsia demande par ailleurs à toutes les autorités civiles, militaires et traditionnelles de prêter main forte aux agents déployés sur le terrain pour la réussite de leur mission. Inondation de plusieurs villages, département du Mayo-Lémié, province du Mayo-Kébi-Est. Depuis quelques jours, les populations de ces localités souffrent des dégâts causés par la montée des eaux du fleuve Logone. On en sait plus avec Aram Abdelkader. Des maisons, champs de rue, des surgots évalués à milliers d'hectares sont engloutis par l'eau dans la sous-préfecture de Katoa, à 80 km au nord du Bongor, province du Mayo-Kébi-Est. Tels sont les dégâts causés par cette inondation de la montée des eaux du fleuve Logone suite à la rupture du digue qui protège la dite sous-préfecture en cas d'inondation. Pour constater du visu, le préfet de Mayo-Lémié, Djida Djibrine Hissène Grinki, a dépêché une mission sur le lieu pour endresser un bilan. Ashta Kiselay lance un cri de détresse. Maintenant, la sous-préfecture de Katawa vit sous l'eau. Nos deux cantons sont sous l'eau. Nos semences sous l'eau. Nous n'avons plus de récolte, nous n'avons rien. Il faudrait que le président pense à nous. Les responsables de la localité en appellent aux personnes de bonne volonté de secourir les sinistrés. Le directeur central adjoint de la direction du génie militaire, le colonel Jimti Sylvain, s'est rendu au champ de sésame de Al-Kouk dans la commune de Moïto, province de Adjalamis. Il est allé encourager les militaires et recenser les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mohamed Tabakar. Al-Kouk, une localité située à 40 km de Moïto dans le département d'Ngoura, province de Adjalamis, est l'une des zones favorables à l'agriculture au Tchad. Dans cette zone, à côté des civils, les militaires aussi s'adonnent à la terre nourricière. Ils exploitent un champ de sésame d'une dimension de 100 hectares. Pour galvaniser ces hommes, le directeur central adjoint de la direction du génie militaire du Tchad, le colonel Jimti Sylvain, a fait le déplacement. Cette visite a permis au colonel Jimti Sylvain de toucher du doigt les difficultés auxquelles les hommes en treillis sont confrontés dans leur gigantesque projet d'agriculture. Occasion tout indiquée pour le commandant du détachement des champs militaires, Adou Moussa, dégrainer les chapelets de doléances à sa hiérarchie. Doléances qui se résument au manque de matériel agricole et les ennemis de la culture. Très ravi des efforts déployés par ces hommes, le colonel Jimti Sylvain a rassuré ces derniers qu'il transmettra fidèlement à qui de droit leurs sollicitations. En plus du champ de sésame, les militaires développent plusieurs cultures, entre autres du mil et du sorgho dans la province de Hadjarlamis. Après la commune du 6e arrondissement, c'est celle du 7e qui abrite la campagne de sensibilisation sur l'hygiène, le lavage des mains et l'assainissement. La cérémonie est présidée par le maire de la commune, Ahmad Mahamat Guémé. Médian Patricia. L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses. Elle se base essentiellement sur 3 actions, à savoir le nettoyage, la désinfection et la conservation. Pour pallier ce fléau qui est source de beaucoup de maladies, le Bureau d'appui à la santé et à l'environnement de base, en tant que maître d'ouvrage délégué, dans son plan d'action, opte pour la sensibilisation. Une sensibilisation à l'endroit des délégués, des chefs de carré, ainsi que la population de la commune du 7e arrondissement. Ici, le chef du service d'hygiène du milieu et de l'assainissement du district sanitaire de N'Djamena Sud, Gouroua Ngarsoumou, précise qu'il faut apprendre aux enfants l'hygiène dès le bas âge. Pour lui, le fait de soigner une maladie reste vain si les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Ahmad Mahamat Guémé, rappelle aussi que l'hygiène est la première règle en matière de santé. C'est pourquoi il exhorte les participants à être les ambassadeurs dans leurs quartiers respectifs. Lancement ce matin de la femme de la session de formation en outils informatiques, une initiative de l'Union des femmes musulmanes section Tchad en partenariat avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Le point avec la Chagbe Pabamé Désiré. Véritable outil de développement d'un pays, l'informatique reste et demeure indispensable pour l'éducation. Eu égard à cette nécessité, l'Union internationale des femmes musulmanes du Tchad forme ses membres. Une formation axée sur la maîtrise de l'outil informatique. L'apprentissage de l'informatique permet non seulement de faciliter l'accès à l'informatique et aux divers services,
mais aussi de communiquer avec les autres par des mails, de courriers et d'autres, et de découvrir ce qui se passe ailleurs. Pour le représentant de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Mouhali, son pays attache du prix à cette formation qui concourt au bien-être de la femme musulmane. Le diplomate émirati promet également soutenir d'autres initiatives relatives à la formation professionnelle. 36 participantes prennent part à cette session de formation qui durera 2 semaines. Clôture hier au stade de Paris-Congo de la quinzaine culturelle et sportive pour la citoyenneté, une initiative de la plateforme des maisons de la culture de N'Djamena. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à la participation à la citoyenneté et à la consolidation de la paix. 2 finales de football ont mis un terme à cette quinzaine. Dianodi Nestor. La quinzaine culturelle et sportive pour la citoyenneté s'est achevée ce mardi 15 octobre 2019 sur la pelouse du stade municipal de Paris-Congo. Cette initiative, mise en œuvre par la plateforme des maisons de culture de N'Djamena, vise la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad. Et comme le sport unit le peuple, pour y arriver, les organisateurs ont mis l'accent sur le football, fil conducteur de cette campagne de sensibilisation. 2 finales étaient au programme. La première a opposé les filles de Secus FC du 7e arrondissement à celles de la sélection du 9e arrondissement. Match qui s'est soldé par un score de parité 0 but partout. Aux séances de tir au but, ce sont les filles de la commune du 9e arrondissement qui s'imposent par 4 buts à 3. La deuxième finale a mis en duel la commune du 7e arrondissement à celle du 2e arrondissement. Le match s'est soldé par la victoire de la commune du 2e arrondissement sur un score de 2 buts à 1. Ces activités ont permis de passer des messages clés sur la citoyenneté. La paix, si chère à notre président, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, reste le moteur de notre épanouissement culturel. C'est pourquoi nous devons continuer à cultiver la paix, qui reste une valeur citoyenne essentielle et un gage de cohésion sociale. Pour le coordonnateur du projet PNUD Tchad, Lassina Baro, toute activité qui concourt à encourager la jeunesse à développer des actions citoyennes en vue de consolider la paix seront toujours soutenues par son institution. Il exhorte aussi les jeunes à transmettre ces valeurs acquises à leur entourage pour que règne la paix. Le maire adjoint de la commune du 6e arrondissement, Abakar Kamis, s'est dit honoré pour la tenue de cet événement dans sa commune. Car, selon lui, ces retrouvailles sportives et culturelles ont permis à la population de bénéficier de plusieurs enseignements. Sur ce, se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.